Merci de suivre le journal de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. La visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire du président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damimba, échange aujourd'hui avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Toujours en Côte d'Ivoire, une opération pour réduire considérablement les dos d'âne sur la route de l'Est et fluidifier le trafic. C'est une initiative du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministre Amédée Kofi Kwaku était à Moapé, village situé dans le département de Adzopé. Enfin, les vacances scolaires 2022 en Côte d'Ivoire. Des enfants séjournent au village pour améliorer leur niveau en langue maternelle. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit aujourd'hui le président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damimba. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. À sa descente d'avion ce matin, le chef de l'État burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damimba, a été accueilli par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Mélié Tokone, des membres du gouvernement ivoirien, des cadres et autres ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, une opération pour réduire considérablement les dos d'âne sur la route de l'Est. Objectif, rendre la circulation fluide. Cette opération a été lancée récemment par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kofi Kwaku était à Moapé, village situé dans le département de Adzopé. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'axe Abidjan-Agnibi-le-Cro. Le compteur affiche 270 km. Une route réhabilitée pour une meilleure fluidité qui devrait, en principe, rendre le voyage agréable. Malheureusement, l'excès de vitesse et l'imprudence de nombreux usagers ont entraîné des accidents et des pertes en vie humaine. Des dos d'âne ont dû être érigés pour amener le conducteur à ralentir. Depuis quelques années, le nombre de ces dos d'âne pose problème. 250 pour 270 km. La conduite est compliquée, le temps qu'on met difficile et puis les véhicules qui prennent des coups. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a décidé de réagir en réduisant de moitié le nombre de dos d'âne. Docteur Amédée Kofi Kwaku a choisi Moapé, un village qui compte 13 dos d'âne pour lancer l'opération. À l'ensemble des villages qui se situent sur cette route internationale. Donc la route qui part d'Abidjan, Adzopé, Akoupé, à Bangourou jusqu'à Agnibi-le-Cro pour remonter vers Bondoukou et après Bouna. C'est une route internationale qui est le corridor Est. Mais avoir autant de dos d'âne, ça gêne énormément la circulation. Mais je voudrais vraiment rassurer la population. La sécurité est une de nos préoccupations. Ce n'est pas parce que dans ce village de Moapé, nous avons 13 dos d'âne. Même si on en laisse 5, entre deux dos d'âne, les véhicules ne peuvent pas accélérer autant pour aller donc tuer des populations. Les élus et cadres de la région de la Mé, dont Florence Hachi, l'épouse du Premier ministre, et Jean-Luc Assi, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, donnent dans la sensibilisation. Ce n'est pas parce qu'on a enlevé qu'on va aller vite sur les routes. La prudence doit être de mise. Le fait d'enlever donc les dos d'âne ne gêne pas et que le ministre l'a dit tout à l'heure, il rassure donc sur la sécurité des populations. Les populations de Moapé, sorties en grand nombre, marquent ainsi leur adhésion totale à l'opération. Dans l'actualité nationale également, les mesures prises pour résoudre efficacement le problème de logement. Le gouvernement a lancé un appel aux investisseurs étrangers. Un agrément a ainsi été délivré à une entreprise immobilière burkinabé. La cérémonie s'est déroulée le 25 août dernier dans la commune de Trècheville. Les détails, Espérance Djakale et Jean Djadi. 600 000 unités, c'est à cette échelle que se situe le déficit de logement auquel la Côte d'Ivoire est confrontée. Face à ce défi,
Un appel est lancé aux investisseurs étrangers. Comme résultat, une société immobilière burkinabé vient d'obtenir son agrément. Elle pourra contribuer au rayonnement de la promotion immobilière et résoudre les crises liées au logement. Au Burkina, déjà, nous sommes dans plusieurs communes. Nous sommes déjà à une centaine de maisons et nous sommes à l'intérieur du pays, les grandes villes du Burkina, à savoir Bobo. Nous allons se réunir bientôt ici ou sur le terrain pour présenter les premières villas livrées par la société. Ce titre est délivré par le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest à travers le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'objectif visé est de pouvoir permettre à tous ceux qui travaillent dans la sous-région de travailler ensemble afin de résorber le déficit qui est très chronique. Nous avons les mêmes problèmes, nous rencontrons les mêmes difficultés. Certes, les programmes dans tous les pays existent, mais les difficultés demeurent. Donc c'est ensemble que nous pouvons travailler d'arrache-pied pour pouvoir combler ce déficit-là. Cette entreprise est engagée dans la construction du programme présidentiel d'urgence et de logements sociaux. Elle a déjà lancé des opérations immobilières à l'intérieur du pays, notamment à Agboville, Bassam, Abengrou et San Pedro. À présent, cette information à l'endroit des parents d'élèves et des tout-petits âgés de 6 à 9 ans. Les inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année, le CP1 au titre de l'année académique 2022-2023 s'ouvre aujourd'hui, lundi 5 septembre 2022, sur toute l'étendue du territoire national. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 vont s'achever le vendredi 9 septembre prochain, annonce faite par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ça y est, les vacances scolaires 2022 sont en train de s'achever en Côte d'Ivoire. Et pour cette fin de vacances, certaines familles ont opté pour les plages, notamment celle de Grand Bassam dans la région sud du pays. À noter que des sauveteurs formés à la sécurité, au sauvetage aquatique et aux gestes de premier secours surveillent ces lieux. Alors, comment s'y prennent-ils? Ils sont au micro de Serge Colia. Aujourd'hui, c'est samedi, on reçoit beaucoup de visiteurs. On reste très professionnel, dynamique et disponible pour la population. Centre de secours d'urgence de Grand Bassam. Les pompiers civils s'apprêtent à passer un week-end de travail en état d'alerte. C'est les vacances scolaires, période d'affluence sur les plages, période où la surveillance est de rigueur, surtout les samedis et dimanches. Passage en revue des équipements, conseils d'usage, plan d'action sur le terrain. Si le message est bien perçu, nous n'allons pas enregistrer de cas de noyade. Donc, on mettait vraiment l'accent sur la sensibilisation. Le protocole est respecté. Direction les plages de la ville historique. Vigilance accrue. Ayez les visiteurs à vue, ne les perdez pas de vue. Pendant ce temps, les vacanciers affluent. Le contrôle de routine pour voir si tout est conforme est effectué en amont par la police municipale. La police des affaires maritimes, postée à 100 mètres de là, mène une fouille plus méticuleuse. On fouille des sacs, des sachets, tout ce qui est alcool, on les retire, les armes blanches, mais souvent aussi on prend la drogue avec certaines personnes. Donc c'est ce travail spécifique que nous faisons à la rentrée de la plage. Le centre de secours d'urgence de Grand Bassam compte 10 sauveteurs aquatiques. Les plages les plus fréquentées sont celles de Waf, Étoile du Sud et Collège Moderne. Dans ces zones qui grouillent de monde, 4 sauveteurs et 6 agents sur la plage veillent au grain. Tout se déroule bien jusqu'à ce qu'un cas de risque de noyade soit signalé. Avec promptitude, les sauveteurs se déploient. La victime est sauvée des eaux et prise en charge pour les premiers secours. Ensuite, elle est évacuée par l'ambulance vers un centre de santé. Malheureusement, ces gens de cas sont récurrents.
surtout au niveau de la jeunesse. Parce que généralement, nos petits frères ne respectent pas exactement les consignes qu'on leur donne. Souvent, ils sont sous l'effet de l'alcool. On ose croire que cette victime est avec nous, sera toujours avec nous, parce que son pronostic vital n'était pas engagé. Les pompiers observent une surveillance accrue. Monsieur, n'allez pas loin. Venez comme ça. N'allez quitter là. Les baigneurs sont souvent rappelés à l'ordre sur les mesures de sécurité à respecter scrupuleusement. Il y a des parties de la mer dans lesquelles on ne nage pas. Et dans ces parties, l'eau a tendance à vous emmener à l'intérieur. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en difficulté, qui est dans un second état, qui a bu. Automatiquement, alerter les secouristes, les nageurs qui sont là, pour qu'on soit prompt. Les gestes les plus simples, c'est de ne pas s'aventurer au-delà de certaines limites. Et nous remercions les sauveteurs qui sont là pour assurer la sécurité de tous ceux qui sont venus visiter cette belle plage-là. Sur les plages, les agents du centre de secours d'urgence utilisent sifflets, piquets et bandeaux rouges pour donner l'alerte ou prévenir du danger. Je suis un habitué des plages depuis Assini jusqu'à Bassam. Quand j'arrive, je cherche à observer s'il y a un drapeau rouge qui indique que non, la marée est haute. Et quand la marée est haute, je suis sur l'hangar avec les enfants. Le coup de sifflet retentit, ce qui signifie qu'une urgence est signalée. Il s'agit d'une jeune fille apparemment victime d'un malaise. Très agitée, elle est rapidement secourue. La jeune fille est hors de danger, mais a besoin de retrouver ses esprits. Dans le mois d'août, la marée est haute, ce qui multiplie le risque de noyade. Nous sommes là pour secourir des personnes, pour assister des personnes. Donc on évite vraiment de rester dans les zones où il n'y a pas d'affluence. Nous nous concentrons dans les zones où il y a vraiment de l'affluence. De janvier à août 2022, 70 interventions ont été enregistrées sur les plages de Grand Bassam. 4 décès sont à déplorer. Une dizaine de cas de noyade évités et des incidents sans gravité. Pour être plus efficace sur les nombreuses plages de Grand Bassam, Modeste, Mondoukou et autres, le renforcement du personnel s'impose avec notamment des plongeurs. Il faut également accroître les capacités opérationnelles du centre de secours d'urgence. Le centre de secours d'urgence de Grand Bassam a été créé en 2015. Il compte 52 agents. Tous sont motivés et se donnent à fond pour sauver des vies. Voilà. Les vacances scolaires 2022 en Côte d'Ivoire, alors tandis que certains enfants privilégient les parcs d'attractions, les plages, comme on vient de le voir à l'instant, et autres distractions, d'autres séjournent au village. Ils y apprennent les travaux champêtres, la tradition et améliorent aussi la maîtrise de leur langue maternelle. Ces jeunes enfants sont au micro de Davis Oyo et Franck Quadio. Des vacances loin de la ville, c'est de tradition depuis 3 ans pour Eunice, 14 ans, élève en classe de première à Etioboué, le village paternel dans la région du Sud Komoué. En ce début de journée accompagnée de ses sœurs et de sa tante, l'adolescente se rend au champ. Ici, les stylos et autres articles scolaires laissent place aux dabas et machettes. Le cours du jour, opération défrichement. L'institutrice, tante Geneviève. Voilà. Apprenez à travailler. Quand on vient au village, les vacances là, on aide les parents à travailler. Chaque année, en vacances, quand ils viennent, ils amènent au champ pour apprendre à travailler un peu au champ, pour voir comment les parents souffrent ici, pour les nourrir. Quand ils sont là-bas, ils ne savent pas comment les parents font pour leur envoyer l'argent. Mais les gens, quand ils viennent en vacances, ils voient que mes parents, là, ils font travail champêtre. De la plus petite à la plus grande, l'apprentissage est loin de déplaire au groupe d'enfants. Ça me plaît, ça m'aide. J'apprends à travailler au champ, ce qu'on ne fait pas à Abidjan, bien sûr. J'aide mes parents aux travaux champêtres. De retour à la maison, elles sont accueillies par des cris chaleureux, histoire de les encourager à participer aux travaux champêtres. Attention! À peine reposées qu'elles se retrouvent du côté des fourneaux. C'est le début de l'éducation culinaire, toujours sous le regard
de tante Geneviève. Au retour du champ, on apprend à préparer, faire les petits trucs de la cuisine. C'est important pour préparer. Une fois que tu n'es pas préparé, tu vas faire comment? Il faut apprendre à préparer. En ville, nous n'avons pas le temps parce que nous partons à l'école. Quand nous venons, maman déjà fait la cuisine. Tout est déjà préparé, donc on n'a pas le temps, sauf les samedis. Peut-être elle nous a appris à faire du riz, un peu de sauce aubergine. Mais les sauces graines comme les sauces bétibées de chez nous, nous ne savons pas le faire. Donc quand nous venons au village, nous apprenons à bien faire cette sauce-là. Pour Clément, le papa, le choix du village est loin d'être un hasard. Le passage de ses enfants au village impacte positivement leurs résultats scolaires. À Abidjan, les enfants appellent l'éducation pas à la maison, mais à l'école. Avec les camarades, ils passent plus de temps à l'école qu'avec les parents à la maison. Donc quand il y a un petit temps de vacances, on profite, on vient que là, on est tout le temps avec eux, il n'y a plus de conseils. À nous. Donc ça les sert à l'entrée par rapport à ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur dit, comment respecter, comment étudier de foi, comment appréhender les choses pour que ça puisse aller avec les nôtres. Pour ma fille, je sens que ça impacte vraiment ses notes. Dans la rue adjacente, la famille Allah. Ici, les vacanciers sont initiés par le patriarche à l'apprentissage de la langue locale, l'ani et le bétinet. Une classe particulière pour ces jeunes gens dont la majorité découvrent le village pour la première fois. Généralement, on sait qu'à Abidjan, c'est la langue française qui est plus parlée. Maintenant, arrivé au village, j'ai appris les mots avec mon grand-père. Il m'a appris, comme on dit bonjour Nani, c'est Anio. Comme on va te laver, c'est Kobia et tout. J'ai appris beaucoup de mots. On peut dire que les vacances ici sont bien, sont cool, puisque je me promène, je visite le village et puis tout ça. Il y a l'eau, il y a vu tout ça. J'étais content vraiment. Emmanuel, 10 ans, Benjamin de la famille se réjouit d'apprendre de nouvelles choses et surtout de rencontrer de nouveaux membres de sa famille. J'ai rencontré de nouvelles personnes au village et j'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine ensemble pendant les vacances. Tu as rencontré qui? Cousin, mon grand-père et d'autres de mes cousines. Le passage au village est pour certains vacanciers une immersion dans la tradition et surtout une mosaïque de rencontres et de retrouvailles familiales. Ensemble, continuons ensemble la lutte contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 13 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 86 821 cas confirmés de coronavirus, 85 941 personnes guéries, 819 décès et 61 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle aux populations que le vaccin contre le coronavirus est volontaire et gratuit en Côte d'Ivoire. Un mot à présent sur la deuxième édition des Awards de la femme. Il s'agit de célébrer l'excellence féminine africaine et ivoirienne en particulier. Pour l'édition 2022, 16 femmes leaders, modèles et sources d'inspiration ont été récompensées. Les explications de Michel Mambo et Jean Djadji. Soirée des Awards de la femme, un rendez-vous annuel pour célébrer l'excellence féminine sous toutes ses formes. Pour cette édition, 16 femmes issues de divers domaines d'activité sont primées pour leur performance et apport à l'édification de la nation. À leur côté, 3 hommes auréolés pour leur engagement en faveur de la réussite des femmes. C'est ma toute première fois d'être aussi honorée et je remercie les Awards de la femme pour cette distinction. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour impacter le monde et je suis très heureuse de recevoir un prix qui me permet de valoriser mon travail dans le domaine du numérique. Encourager le travail bien fait et créer une saine émulation entre les femmes. L'essence des Awards de la femme. On dira que notre objectif est atteint parce que nous avons trouvé ce que nous on appelle nos pelles rares. Ce n'est pas évident de trouver des femmes qui exercent dans le secteur exclusivement réservé aux hommes. Aujourd'hui, nous avons pu trouver
2 perles rares, notre matelot pilote et notre thanatopracteur. Une femme qui exerce un métier dit homme, ça a félicité. Étant le parrain, je les aiderai à aller plus loin, chercher des femmes encore. Il y a d'autres qui sont cachées, qu'il faut faire ressortir. L'édition 2022 des Awards de la femme s'est déroulée autour du thème « Femmes et résilience ». Occasion donnée aux lauréates de partager leurs expériences et la recette de leur réussite avec les participants. Direction la commune de Yopougon. Les femmes du Vivrier ont été célébrées récemment au quartier Nyangon. C'est une initiative du conseil municipal de Yopougon. Les précisions de Frédéric Oulaye et Issaïo. Le marché de Nyangon, Loup-Afrique, dans la commune de Yopougon, a été créé en 2000. Il est géré par un conseil de gestion. À l'occasion de la célébration de ce 22e anniversaire, des doléances ont été faites au conseil municipal. Le marché n'est pas bien entretenu. Il faudrait que les autorités nous aident. Le conseil municipal de Yopougon, représenté par le premier adjoint au maire, Issifou Koulibaly, a pris des engagements, notamment la modernisation du marché, la restructuration en vue de répondre aux nouvelles normes commerciales. Et dire que ces femmes, dans le cours de leur célébration, ont émis une doléance, c'est de devoir faire en sorte qu'elles soient dans de meilleures conditions. Et nous leur avons promis au nom du ministre Takafana que ce projet est en cours, parce qu'après le marché de camp militaire et d'autres petits marchés qui ont été mis à la disposition des commerçants de la commune de Yopougon, celui de Nyangon, Loup-Afrique est en projet. Et donc, sous peu, quand le projet va aboutir, nous verrons les commerçants travailler dans de très bonnes conditions. Au cours de ce 22e anniversaire de ce marché, des diplômes ont été remis aux pionnières pour leurs initiatives. Avant le marché de Nyangon à droite, l'adjoint au maire a rencontré les associations des commerçants du marché de Nyangon à gauche, où il a apporté son soutien en numéraire et en vivres aux familles vulnérables. Au chapitre littérature, un nouveau livre dans les rayons. L'homme aux chaussettes rouges, c'est le titre, a été présenté récemment au grand public. Une œuvre autobiographique signée Stanislas Zézé. Pour en parler, Souleymane Donisongui et Jean Djadji. Sur le champ, il se rend compte d'une déclaration de puissance qui vient de se faire à travers un accessoire. Des chaussettes rouges portées discrètement. C'est par ces phrases, scandées extraites de son tout premier ouvrage, que Stanislas Zézé, appelé affectueusement Stan, entame la dédicace de l'homme aux chaussettes rouges. Si vous voyez bien sa signature, son Stan, le T est comme un signe de croix. Mais au-delà de ces chaussettes cardinales, qu'on appelle des chaussettes cardinales, ces chaussettes sont portées par de grands hommes. Vous avez le Premier ministre Balladur, le français, François Fillon, qui étaient aussi des hommes aux chaussettes rouges. L'homme aux chaussettes rouges est écrit avec un style vif et décontracté, saupoudré d'images fortes. 184 pages et 12 chapitres dans l'œuvre ont suffi pour retracer la vie professionnelle de l'économiste Stanislas Zézé. Un parcours jonché d'obstacles, de combats, mais aussi de persévérance et de bravoure. Des valeurs morales à prodiguer à la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs ivoiriens et africains. L'homme aux chaussettes rouges, c'est un livre adressé aux jeunes Africains en général. Je voulais, à travers ce livre, me révéler à ces jeunes-là, qu'ils aient la vraie histoire sur moi, d'où je viens, qui je suis, où j'ai commencé, pour qu'ils comprennent mon parcours et comprennent ce que je suis aujourd'hui. La famille Zézé, le cercle des amis et professionnels des médias ont pris part à cette rencontre littéraire. J'ai particulièrement aimé la trame de l'œuvre qui dépeint de façon simple et naturelle l'auteur de par son environnement familial, professionnel et aussi social. Je suis venu soutenir mon ami Stan pour ce travail formidable qu'il a fait et qui s'inscrit, de mon point de vue, dans la nouvelle dynamique de transfert et de connaissances et d'idées que nous devons faire pour les jeunes.
L'homme aux chaussettes rouges, œuvre autobiographique, coécrit avec pas comme Christian Kipré, est un partage d'expérience. À 53 ans et père de 2 enfants, Stanislas Zézé, ce brillant spécialiste de la notation financière des entreprises, doit relever un nouveau défi, celui d'apprécier le risque et faire mesurer la qualité de son ouvrage par les lecteurs. Culture, le village d'Abobo Baoulé dans le district d'Abidjan était récemment en fête. La raison, 400 jeunes, membres de la catégorie Nyandor Djewé, ont fait leur sortie officielle. Cette cérémonie marque la maturité de leur classe d'âge. Les précisions de Prunelle Assoumou et Grace Kando. L'heure est à la fête dans le village d'Abobo Baoulé. La catégorie Nyando Djewou célèbre sa sortie officielle, celle marquant la maturité de cette classe d'âge. Ils sont désormais associés aux prises de décision du village. Parés de leurs plus beaux atouts, aucune tenue n'est mise de manière anodine. Ce qu'on vient de mettre chez moi, c'est pour juste aussi nous montrer officiellement, torse nu étant des hommes. Voilà, les femmes sont habillées autrement. À l'entrée du village, les membres de la catégorie Agban, c'est-à-dire les cadets, préparent l'arrivée de leurs aînés, les Nyando Djewou, avec de l'encens, de la poudre, le tout couronné par des chants. Mais en fait, c'est pour chasser les mauvais esprits. Vous voyez, les esprits négatifs qui visent au malheur de la génération de la catégorie. Voilà pourquoi nous mettons un peu d'encens pour réconforter les esprits en fait. C'est au rythme des sonorités du tam-tam parleur que le guerrier de la catégorie Nyando Djewou fait son entrée, encadré par quelques membres. À l'époque de nos parents là, c'est les gens qui vont sur le front. Ils vont conquérir des parcelles de terrain, de ceci, de cela. Ils protègent le village, ils protègent la population. 400 jeunes composent la catégorie Nyando Djewou du village d'Abobo Baoulé. Cohésion et fraternité villageoise, thème retenu pour cette sortie officielle qui a pour but de promouvoir la culture Hatcha. Yakassé à Tobrou, dans la région sud du pays, un nouveau temple pour les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie. Cet édifice religieux a été inauguré il y a quelques jours lors d'une cérémonie. Les détails, Herman Niamia. Découverte de l'épigraphe, suivie de la coupure du ruban, de la remise des clés, de la bénédiction des éléments liturgiques et de l'ouverture des portes. Le temple de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire de Yakassé à Tobrou est ainsi mis à la disposition des fidèles. Après 1 an de travaux, l'édifice vient d'être dédicacé par le secrétaire général de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le pasteur Isaac Bogué, représentant le bishop Benjamin Boni, le chef suprême de l'église. Une joie pour les responsables de l'Église qui attendaient depuis longtemps ce moment. Pour nous, la dédicace, c'est encore un nouveau départ pour redoubler de force dans la foi. La dédicace, c'est le symbole pour dire infiniment merci à Dieu qui nous a gardés. Au nom de son mandant, le pasteur Isaac Bogué a invité les membres de cette Église à être respectueux des valeurs prônées par Dieu afin de servir de modèle. Ce que nous leur demandons, c'est de garder la foi, qu'elle soit toujours solide, car il y aura toujours dans le cheminement des hauts et des bas. Il y aura toujours des attaques, l'adversité, mais qu'il regarde à celui qui a vaincu la mort. Invité spécial à cette cérémonie de dédicace, le ministre Joseph Seka Seka, l'un des contributeurs financiers de cette église, a exhorté le peuple de Dieu à continuer son œuvre visant à cultiver la cohésion au sein de la population. Nous sommes appelés à les soutenir parce que nous-mêmes, nous sommes méthodistes, mais plus encore parce que ces églises méthodistes travaillent, œuvrent non seulement à l'adoration de Dieu, mais surtout œuvrent à l'instauration de la cohésion sociale comme prôné chaque jour par le président de la République. Après la rénovation du temple, sa capacité a été doublée, passant de 150 à 300 places assises. Le confort a été également amélioré et une clôture a été bâtie afin de le protéger. Au cours de cette cérémonie, des fournitures scolaires à une dizaine d'orphelins et les pionniers de cette congrégation à Yakassé à Tobrou ont reçu des diplômes de reconnaissance.
En image, l'actualité hors de chez nous avec l'ouverture aujourd'hui en France du procès de l'attentat de Nice. Cette attaque au camion avait fait 86 morts et plus de 450 blessés le 14 juillet 2016. À noter que 865 personnes ou associations se sont constituées partie civile à ce procès auquel prennent part 133 avocats. Les Britanniques ont un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancienne chef de la diplomatie, Liz Truss. Rappelons également cette information. Votre émission « Ça fait l'actualité » sera diffusée aujourd'hui à 16h précises sur RTI 1. Thème retenu, la visite de travail et d'amitié du président du Burkina Faso. Présentation, Fatim Djedje. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.